Ce soir, nous avons la chance et le bonheur de recevoir Marie-Noël qui est avec le Goupillon et puis Gérard qui est à mes côtés. Marie-Noël L'Hôpital et Gérard Lédé sont tous les deux membres de Promémo, Provence Mouvement Ouvrier, c'est le nom de cette association. Gérard est l'historien de cette association, en tous les cas participe aux recherches historiques et publie beaucoup de choses. Et Marie-Noël, elle est plutôt conférencière littéraire et ne sois pas timide. elle est psy aussi. Non mais psy, psychologue. Et donc ce soir, nous avons choisi un format qui est un peu inhabituel, puisqu'on va entendre des morceaux musicaux qui ont été choisis par Gérard. Si ça ne vous plaît pas, c'est le coupable. Et Gérard et Noël feront des commentaires, surtout Gérard fera des commentaires, et Noël fera quelques lectures d'extraits de ces chansons. Et le débat sera ouvert après chaque chanson ou chaque groupe de chansons, de manière à ce qu'on puisse avoir une soirée très, très dynamique, qu'on n'attende pas la fin de la soirée pour commencer à discuter. Donc là, on va avoir une discussion très, très ouverte et tout le temps. Donc n'hésitez pas à les interpeller, à apporter vos témoignages. Alors, je ne sais plus qui m'a écrit cette semaine me disant mon grand-père a chanté, mon grand-père était un barde breton et il a chanté des chansons. Non, je viendrai, mais personne d'entre vous. Donc peut-être que cette dame va venir, mais dans tous les cas, je lui proposais à elle aussi de chanter. Mais si vous aussi, vous avez envie de chanter, oui. Et pendant les chansons, n'hésitez pas, c'est vraiment soirée, ce que j'appelle soirée gourmande, quoi, où là tout est possible, quoi. Et on y est vraiment pour passer un très joli moment ensemble. Encore une fois, merci de votre participation à cette université populaire. Merci pour tout le soutien que vous y apportez. Faites-en la réclame. Nous devions avoir 2 soirées encore parce que les travaux vont commencer dès mardi prochain. Donc on ne pourra plus avoir la séance du mois de juillet. Donc je vais demander à Jacques Calvé de faire les 2 conférences qu'il avait fait en une seule. Et donc on arrêtera donc la semaine prochaine et on recommencera vraisemblablement 15 septembre. Mais vous recevrez, comme à l'habitude, plein d'informations et de relances systématiques. Si vous souhaitez d'ores et déjà adhérer pour le programme de l'année prochaine, les cotisations sont ouvertes. J'ai une bonne nouvelle, la cotisation n'augmentera pas, elle sera de 30 € et pour tout le monde. Mais juste parce que cette année, il y a eu plein de tricheurs qui ont dit finalement 15 € je trouve que c'est déjà bien. Alors que c'est la cotisation à l'université populaire, bien sûr, c'est pour aider à son fonctionnement, mais c'est surtout parce qu'il y a besoin que les participants soient assurés. Et je ne veux pas aller en prison parce que telle personne aura eu un accident. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses qui me paraît au moins aussi importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'acheter, comme à l'opéra ou au théâtre, un programme de festival, mais il s'agit de soutenir une initiative d'éducation populaire. Et soit vous avez envie de soutenir ce mouvement d'éducation populaire, il me semble-t-il, la grève d'aujourd'hui l'a montré fortement, il y en a besoin parce qu'on est en train d'essayer de démolir tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement, le travail des uns et des autres, et surtout l'avenir de nos petits-enfants. Donc, je crois qu'il y a besoin d'être vigilant là-dessus. L'Université populaire a adhéré la semaine dernière à une association qui est l'Internationale du partage des savoirs. Et je crois que c'est important que nous tous, nous soyons partenaires de ces initiatives. Merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre patience. Surtout, n'oubliez pas de rallumer votre téléphone portable en partant. Merci bien. Pardon ?
c'est pas vraiment grave si on oublie de le rallumer. Non, mais c'est bien de l'arrêter maintenant. Bien. Gérard Marie-Noël, c'est à vous. Oui, ben merci Jean-Pierre déjà. Et moi, c'est des remerciements sincères que je voudrais exprimer pour l'Université populaire. Pour une raison toute simple, tu l'as un petit peu dit, c'est que nous sommes tous les deux des militants de l'éducation populaire, nous aussi, de l'éducation citoyenne à Promémo. Et nous sommes sur un registre un peu plus limité que le vôtre, qui a un empan très large, qui est la transmission et l'histoire du mouvement ouvrier, du monde ouvrier au sens large. Et donc, on est toujours très ravis de venir dans des lieux comme ça, de transmission, de culture populaire et de transmission pour l'émancipation. J'ai bien apprécié ce que tu as dit à la fin, parce que le savoir, depuis longtemps, depuis que le mouvement ouvrier existe, c'est un outil pour ceux qui sont dominés, exploités, aliénés, pour un jour, pour se libérer déjà, et pour un jour se libérer peut-être complètement. Donc on est très heureux de participer à cette université populaire. La deuxième chose, c'est qu'on va être un petit peu décalé ce soir, parce qu'il y a eu beaucoup, vous en avez peut-être été le témoin, beaucoup d'initiatives lors du centenaire de la Grande Guerre. Et c'est peut-être un paradoxe d'ailleurs, mais nous avons fait une série de conférences en novembre, octobre, novembre, décembre, d'évoquer la Grande Guerre à travers la chanson. Le premier paradoxe, c'est qu'il peut être surprenant d'évoquer un épisode aussi tragique que la Première Guerre mondiale à travers un vecteur culturel qui est la chanson, qui peut être souvent gai, léger, frivole, mais je reviendrai sur ce paradoxe. Le deuxième paradoxe que je voulais sur lequel je voulais d'emblée mettre l'accent, c'est que cette Grande Guerre, elle a surtout été, si on sort un petit peu de la chanson, si on sort du café-concert, j'en dirais deux mots, si on sort du chant des soldats, elle a été le lieu d'un bruit effroyable, d'un bruit jamais entendu auparavant. C'est le bruit que va produire pendant 4 ans, et quelques mois, la guerre industrielle, le bruit des obus, le bruit des chars à partir de 1916-1917, le bruit des canons, un bruit auquel les soldats qui avaient participé à la guerre précédente, celle de 1870, n'étaient pas habitués. Le bruit et puis aussi le silence, parce qu'il faut voir aussi que sur ce champ de bataille, à ce bruit effroyable a succédé chaque fois, notamment le 11 novembre 1918, quand le clairon, caporal Cellier, il s'appelait, a sonné le cessez-le-feu. Les observateurs qui étaient là, présents sur le champ de bataille, ce 11 novembre 1918, ont été marqués à vie par le silence qui a suivi cette grande guerre, qui a suivi le bruit effroyable, le bruit inouï, disent les témoins, des canons. J'ai relevé là, j'en ferai pas beaucoup, mais une citation d'un écrivain, d'un journaliste de l'époque, qui s'appelait Albert Londres. C'était quelqu'un qui avait un regard très aiguisé. Il a écrit par ailleurs de très belles pages sur le Tour de France, c'est lui qui a inventé l'expression les forçats de la route. Et voilà ce qu'il disait sur ce bruit et sur ce silence de la Grande Guerre. Il disait ceci, le 10 septembre 1918. Il écrit au lecteur de son journal, qui s'appelait Le Petit Journal. Il écrit ceci. Ils sont sur la ligne Hindenburg. C'est insensiblement que vous prend ce désert, écrit-il. Vous êtes au beau milieu quand vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas aperçu que vous l'avez franchi. Et là, ni un homme, ni une plante, rien qui parle, rien qui pousse, plus une voix, plus une sève, vous pouvez vous arrêter, vous êtes à votre désert. Ce qu'évoque ici le journaliste avec tant de force, ce n'est pas une seule vision, c'est un paysage sonore. Un paysage sonore donc qui va être malgré tout envahi par la chanson. Et ça c'est le deuxième paradoxe que j'évoquais au début, paradoxe donc de revenir sur cette tragédie de la guerre par la chanson, c'est que la chanson, en 14-18, elle est présente partout. Elle est présente partout et elle est surtout présente dès avant la guerre. Dans les extraits musicaux que nous avons choisis pour tout à l'heure, on reviendra sur la période un petit peu d'avant-guerre. Donc on a beaucoup chanté pendant la Grande Guerre. La deuxième raison d'évoquer ce sujet à travers la chanson, c'est qu'on est là dans l'histoire culturelle. On n'est pas dans l'histoire militaire. Il y a de très bons historiens pour ça, sur les stratégies, les généraux, les grands hommes. Il y a de bons bouquins d'histoire là-dessus. On n'est pas tellement sur les événements, sauf pour les chansons qui vont retranscrire certains événements.
On le verra avec Verdun, avec Craon, on en parlait avec notre ami. On le verra à travers certains événements précis de la guerre, mais on est sur l'histoire des soldats, et des soldats et puis de l'arrière aussi. On est sur des choses très très culturelles, on est sur les émotions que vont connaître ces soldats. Des soldats qui vont passer par un empan très large de sentiments, de l'enthousiasme, d'ailleurs qu'il faut relativiser, parce que l'enthousiasme du départ, il n'a pas eu lieu partout. Ça a souvent été des scènes montrées pour la propagande, parce que dès que la guerre est là, il faut avoir ça à l'esprit, la propagande joue à fond, et puis la censure aussi joue à fond. C'est-à-dire que ceux qui étaient par exemple pacifistes, les militants anarchistes, etc., vont avoir une voix très muselée. Les pacifistes révolutionnaires, on verra ça avec quelques chansons. Donc, la chanson, elle permet cette chose-là. Chaque parole nous dit un moment de vie des soldats, un événement, et à travers des étapes très contrastées. Ça, c'est pour la période quand éclate 1914. Avant 1914, au fond, la chanson va prolonger un âge d'or. C'est l'âge d'or de ce qu'on appelait le CAFCONS, le café-concert, le cabaret, la guinguette pour les milieux populaires. Je mets de côté la bourgeoisie qui fréquentait encore, qui mettait en scène la musique dans des salons. On était plutôt dans l'entre-soi. C'est une époque où les classes populaires ne sont pas mélangées à la bourgeoisie. C'est un petit peu classe contre classe. Et la chanson, je disais qu'elle était partout. Et elle est surtout dans une grande sociabilité, cette chanson. Elle est dans les fêtes villageoises, familiales, mariage, baptême, on chante dans les baptêmes. Elle est surtout dans la façon de chanter en société. C'est l'époque où il y a, peut-être on en verra dans les images tout à l'heure, ce qu'on appelait les petits formats. Il y avait, on en a connu peut-être encore un petit peu après la guerre, dans les années 50, des chanteurs de rue, Édith Piaf a commencé comme ça, qui chantaient dans la rue et qui vendaient, ça coûtait 20 centimes de l'époque, des petits formats dans lesquels il y avait, pour ceux qui lisaient la musique, la partition, la ligne mélodique, et les paroles, les couplets et les refrains des chansons. Donc voilà, on est dans un art populaire très répandu, et très répandu surtout dans le monde ouvrier, dans le monde rural, dans le milieu des classes populaires. Il faut ajouter aussi, pour donner le contexte de cette chanson-là, en 1914 et dans les années qui suivent, c'est que le cinéma est encore balbutiant. Il a été vraiment créé en 1895, il a le même âge que la CGT, le cinéma, la même année. Et puis, alors les salles commencent à être fréquentées, mais ce n'est pas encore la grande industrie qui va suivre plutôt la Grande Guerre, le cinéma. Et puis le microsillon aussi, je l'ai noté, 1910 le microsillon, et il est très peu, c'est encore cher d'avoir le phonographe, les disques sont chers, ils sont achetés par les classes moyennes ou par les classes cultivées ou les classes de la bourgeoisie. Donc ce qui prévaut dans les milieux qu'on va observer aujourd'hui, c'est vraiment la chanson dans des espaces de sociabilité, un petit peu comme ici d'ailleurs. C'est pour ça que tu as bien fait de peut-être appeler tout à l'heure à chanter ou à évoquer des chansons qui vous auraient été transmises. Et puis, dernière chose, pour brosser rapidement, mais pour donner quand même un contexte un petit peu historique, c'est le premier événement historique, la Grande Guerre, où on dispose de documents sonores. Je parle des chansons. Alors, il n'y a pas de documents sur le front, on n'a aucun document sonore sur le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, le bruit effroyable du front, à travers l'artillerie notamment et l'aviation, mais il y a tout un recueil de chansons qui ont été recueillies. Et par exemple, je vais commencer par une devinette. Lors du centenaire, le ministère des anciens combattants a fait un état des lieux de toutes ces chansons qui ont été recueillies par les services, par la préfecture de police de Paris. Chansons qui ont passé ou non la censure. Est-ce que vous avez une idée du chiffre, du nombre plutôt, de chansons qui ont été recueillies sur la durée de ces 4 années de guerre? Est-ce que vous auriez une idée éventuelle? C'est compliqué, 25 000 chansons ont été retenues. Sur ces 25 000 chansons, j'y reviendrai aussi dans le détail un petit peu tout à l'heure, ce ne sont pas des chansons qui sont des créations directes, où il y aurait la création d'une musique, la création des paroles et une orchestration. On verra que souvent, ça va être le cas des chansons du front, on utilise une mélodie à la mode, souvent venue du café-concert, et on y met les paroles qu'on veut mettre en avant. Donc une même mélodie va servir
3 fois, 4 fois, 5 fois. Et des compositeurs très célèbres de l'époque, eux aussi, ne vont pas hésiter à utiliser les grands succès qu'ils ont eus avant 1914 de la chanson et les actualiser à travers la Grande Guerre. Voilà donc, et c'est une grande différence, ça, cet enregistrement qui manque, avec le fait qu'il y a eu ces enregistrements de chansons, avec la Commune de Paris, où là aussi, la Commune, on a beaucoup chanté la Commune. Hein. Les chansons ont été enregistrées bien après, hein, par des compositeurs, Eugène Pottier, etc., qui avaient composé à l'époque de la Commune, mais on n'a pas de souvenir, bien sûr, hein, de chansons chantées du temps de la Commune. Il y a par contre un fond iconographique, photographique, très très important. Alors, ce soir, on va revisiter 2 traditions. Il y en aurait une troisième, tu évoquais en aparté des chansons un petit peu coquines, des chansons légères, frivoles. Hein. Il y en a eu en 1914, on pourra prendre le débat, si vous le temps du débat, pour l'évoquer avec vous. Avec Marie-Noël, on a plutôt choisi d'aller sur 2 pentes, un petit peu. Une pente qui est la chanson patriotique, je dis patriotique en étant gentil, nationaliste, on va le voir, hein, parfois, en tout cas revancharde et chauvine. C'est un chant, c'est le cas de le dire, chant C-H-A-M-P, et un chant avec un T aussi, qui est disponible depuis 1871, depuis la disparition des provinces perdues, l'Alsace et la Moselle. Hein. Et là, ça alimente, que ce soit à l'école, que ce soit au service militaire, dans les musiques militaires, chaque ville de garnison a des musiques militaires qui vont jouer ces airs-là, les transmettre aux populations. Donc cette chanson revancharde et nationaliste, elle va être très présente jusqu'en 1914. Et à côté, il y a une chanson sociale, révolutionnaire, pacifiste, qui est toujours là. J'ai choisi un compositeur, mais on aurait pu en choisir d'autres. J'ai choisi Montéus, qui va nous servir de fil rouge, sans jeu de mots. Parce que Montéus, il est intéressant, il est très antimilitariste avant la guerre, il est proche des milieux libertaires et des milieux socialistes, il écrit beaucoup de chansons, La grève des mers en 1905, Le salut au XVIIe, Gloire au XVIIe, qu'on va réécouter, hein, qui sont des chansons qui vont être reprises très fortement par le mouvement ouvrier naissant lors des grèves et lors des manifestations. Mais ce Montéus, on va le retrouver dans la Grande Guerre, comme la majorité des socialistes et même certains libertaires, dans ce qu'on appelait l'union sacrée. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre est là, les socialistes avaient prévu qu'en cas de guerre, les prolétaires du monde entier devraient mettre en œuvre une grève générale, parce que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Jaurès. Hein. Eh bien non, quand la guerre est là, tous les leaders socialistes, que ce soit les leaders allemands, que ce soit les leaders français, l'exception viendra du côté de la Russie, notamment des bolcheviks, et du côté de la Serbie, qui eux ne voteront pas des crédits de guerre et garderont jusqu'au bout une ligne internationaliste. Tout le mouvement ouvrier, socialiste surtout, entrera dans l'union sacrée, soutiendra l'effort de guerre quasiment jusqu'au bout. Même si des minorités dans la CGT et dans la SFIO de l'époque vont s'exprimer, vont devenir de plus en plus importantes à mesure que le conflit gagne en ampleur, parce que c'est un conflit dont on pense qu'il va être court au début, on pense être là à Noël, ou passer l'hiver, hein, que ça va durer 5-6 mois, comme la guerre de 70, on a 100 mémoires à l'époque. Eh bien non, cette guerre, elle va durer et elle va s'installer dans le tragique que j'évoquais au début. Donc patriotique, mais propagandiste aussi, parce que ça va être surtout, vous allez le voir, du bourrage de crâne, une pente manichéenne très très vite exprimée, parce qu'il faut délégitimer l'ennemi. Au fond, l'ennemi prussien, allemand, hein, c'est un barbare. Hein, et la guerre que nous menons, nous, et les socialistes auront aussi ce discours, en tout cas la grande partie des socialistes, Jaurès meurt en 14, il n'a pas le temps, il est pacifiste, hein, mais qu'aurait fait Jaurès après, ça reste, on ne peut pas faire de l'histoire avec des si, ça reste un objet de débat. Voilà. En tout cas, l'allemand, le prussien, il est nié dans sa faculté d'être humain. Pour aller à la guerre, il faut vraiment le réduire à l'état de barbare et même à l'état d'animal. On n'a pas le temps de montrer toutes les chansons, mais il y a de nombreuses chansons où le prussien est montré comme un rat, un cochon, un corbeau, enfin, une série d'animaux comme ça, très dépréciatifs, hein, qui montrent qu'il ne mérite rien, ce prussien, et qu'on ne va pas regretter d'aller au front contre lui.
une chanteuse d'ailleurs très célèbre de l'époque, je finirai cette évocation avec elle, Amiati, elle s'appelait, une grande vedette de l'époque, une sorte d'Edith Piaf de l'époque. Elle va chanter Le Fils de l'Allemand, dans lequel elle raconte qu'un Prussien va perdre son enfant si elle ne lui donne pas son lait, si elle ne le nourrit pas du lait. Et toute la chanson est faite entre la demande de ce Prussien, qui a la mère de cet enfant est morte, et l'Allemand demande du lait à cette femme française, et elle le refuse obstinément en disant « Je ne donnerai pas mon lait au fils de l'ennemi, hein, parce que cet enfant, il va faire la guerre, et puis il chantera la Marseillaise, et il fera la guerre contre vous. » On est en 1880, vous voyez, donc il y a dans les têtes cet esprit-là de revanche. Voilà, je ne vais pas plus loin, peut-être encore un mot, parce que ça peut revenir dans le débat. Il faut aussi se rendre compte que toute la société est mobilisée, c'est le terme, hein, en guerre on est mobilisé, mais il n'y a pas que les soldats qui sont mobilisés, c'est toutes les franges, l'économie bien sûr, elle tourne à plein régime pour l'économie de guerre, mais la musique savante aussi est mobilisée. Debussy, il reçoit une commande du Petit Parisien, il va écrire un très beau poème symphonique pour le Noël des enfants, hein, le Noël 1914. Debussy compose une belle pièce musicale, les paroles sont un peu moins belles, mais la mélodie est superbe, hein, l'impressionnisme de Debussy. Saint-Saëns va écrire, alors lui de façon les plus emphase, la Française, un hymne comme ça, pour redonner le moral aux troupes. Il faut y aller, et il faut vraiment en découdre avec ces salles prussiens. Et André Caplet, c'est un compositeur qu'on a un petit peu oublié, qui était très important à l'époque, lui va écrire une assez belle marche militaire avec clairon et tambour qui s'appelle Douaumont. Là aussi, on voit qu'on épouse, les compositeurs épousent l'événement, et chaque bataille, perdue ou gagnée, puis perdue et gagnée, on verra qu'il y a des batailles où les choses se jouent comme ça entre défaite et victoire, hein. Les compositeurs sont là et mettent leur créativité musicale au service de la Grande Guerre. Puis on gardera peut-être pour le débat une innovation que cette guerre va apporter, puisqu'on parle du son de la Grande Guerre. C'est le jazz qui va arriver, qui va pénétrer de façon forte à partir de 1917-1918, à travers, par l'intermédiaire des troupes américaines, hein, qui vont jouer du jazz. Ça va être de la musique vivante, et que ça va effarer, ça va en effarer certains, ça va en enthousiasmer d'autres, des sons nouveaux qui apparaissent dans cette Grande Guerre. Voilà, alors on va peut-être pas faire plus long là-dessus, écouter peut-être un premier extrait, et même deux extraits qu'on pourra peut-être enchaîner, qui sont des extraits qui sont joués, je le disais au début, qui vont être transmis par l'école, essentiellement. Il faut savoir que l'école, entre 1871 et 1914, c'est une école qui va devenir laïque, gratuite, obligatoire, ça, on peut saluer les républicains de cette époque-là, mais c'est une école très patriotique, avec des accents nationalistes. Il y a des bataillons scolaires, et des instituteurs marseillais, notamment, tu pourras nous en parler au débat, très internationalistes, vont s'opposer à ces préparations militaires avant 14. Mais ils sont malheureusement trop peu nombreux, très minoritaires. La plupart vont transmettre cet idéal de la patrie en danger et de cette guerre qu'il faut mener. Et puis, ça va être le répertoire des musiques militaires. Donc, on va en écouter une qui date de 1872. Vous la connaissez sans doute, elle est au hit parade des musiques militaires et puis de certaines productions. C'est Sambre-et-Meuse. Elle a été écrite par un compositeur, là aussi, assez connu à l'époque. Il s'appelait Robert Planquette. Hein. Il va écrire une petite opérette qui est très populaire autrefois. Ça s'appelait Les Cloches de Corneville. Alors, les gens qui avaient des microsillons ou qui allaient à l'opéra, écoutaient Les Cloches de Corneville. Donc, on va écouter un extrait de Sambre-et-Meuse. Vous verrez avec des accents De Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduite à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure,
avec leurs sacs pour oreiller. Le régiment de Saint-Brémeuse marchait toujours au cri de liberté. Mais dans la rose glorieuse, il a conduit un immortalité. Voilà un exemple de musique très martiale avec ce rythme pour les musiciens croche pointée, double croche qui faisait marcher les troupes. Et ça a été la consécration pour cette pièce parce qu'elle a été jouée lors du défilé de la victoire. Les troupes ont défilé en tête avec cet air. Et puis, j'ai trouvé aux archives des Bouches-du-Rhône, c'est un air qui a été joué par les deux musiques, celle du 141e RI de Marseille, qui a fait défiler les soldats pour aller jusqu'à la gare Saint-Charles au front, et le régiment du RICM d'Aix-Pareil, musique en tête, sur l'air de Saint-Brémeuse. On va écouter une deuxième marche, on ne va pas en faire trop, sinon ça pourrait être une soirée musique militaire, bon ça peut avoir son charme, mais voilà. Mais il y a une deuxième marche qui a marqué les esprits à l'époque, qui est un peu plus, qui a une mélodie un peu plus soignée, parce qu'elle est l'œuvre de Louis Gane. Louis Gane, c'est quelqu'un qui, à l'époque, est très connu, il va écrire une belle pièce qui s'appelle Les Saltimbanques, que peut-être vos grands-parents vous ont transmis. Et Louis Gane, l'intérêt, c'est qu'il va lui aussi, à partir des années 1880, jouer ce rôle de musicien très patriote. C'est une musique qu'il compose au début, d'ailleurs, pour la fête des fédérations de gymnastique. Il faut voir que 1880-90, c'est le moment où le sport commence à se développer. Pas encore le football qui deviendra professionnel en 1932, mais la gymnastique, la boxe fortement, le cyclisme peu après. Donc il écrit cette pièce pour des fédérations de gymnastique et surtout il va utiliser pour galvaniser les troupes la figure de Jeanne la Lorraine, Jeanne d'Arc, voilà. Donc ils font appel, comme Saint-Brémeuse aussi. Saint-Brémeuse, c'était le nom d'un ancien département au moment de la Révolution française, où il y avait eu la bataille de Fleurus, grande victoire révolutionnaire. Donc ce sont des compositeurs qui réactivent des vieux souvenirs du roman, ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. Victoire de Fleurus pour Saint-Brémeuse, la personnalité, la figure de Jeanne la Lorraine pour cette marche lorraine. Donc on va écouter quelques extraits. Joyeux Lorrain, chantons sans frein, le refrain plein d'entrain de Jeanne bergère immortelle du pays de Lorraine. À tous les échos des grands bois, que nos voix à la fois chantent l'antiqueur et tournelle. Pour chanter autrefois, Jeanne la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots. Enfant de la plaine, il est en garde dans ses troupeaux. Quitte à son jupon de laine avec ses sabots d'ondaine. Oh, oh, avec ses sabots. Jeanne la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots. Enfant de la plaine, il est en garde dans ses troupeaux. Quitte à son jupon de laine avec ses sabots d'ondaine. Oh, oh, avec ses sabots. Sans plus guider nos guerres soldats, tout là-bas au combat, et fit renaître l'espérance en notre douce France. Lors les Français victorieux, tous joyeux, flammes aux yeux, chantés partout la délivrance du pays glorieux. Lorsqu'un jour elle succombe, aux mains des ennemis tombe, dans la flamme horrible tombe, expira la blanche colombe. Mais depuis l'âme guérie, au nom de Jeanne chérie, ange saint de la patrie, et nous qui gardons l'accès, l'histoire française. Voilà donc deux exemples typiques de cette période-là, de la période de la chanson revancharde, chanson très nationaliste, qui va irriguer donc à travers l'école, je le rappelle, et puis le service militaire qui est de 2 ans à l'époque, dans lequel les soldats entendent ces marches un petit peu
du matin au soir, et des marches qui rappellent au fond un certain traumatisme qu'est la perte des régions perdues, je le disais tout à l'heure. Alors, à côté de ces chanteurs et de ces compositeurs très nationalistes, il y a la tradition qui vient du mouvement ouvrier, la chanson sociale, celle qui accompagne les grèves, celle qui accompagne les congrès. La musique de l'Internationale va être arrangée musicalement par un Français qui s'appelle Pierre de Getter, les paroles étant de Potier, mais c'est un Français aussi, chef de musique de la lyre de Lille. C'est un orchestre d'harmonie à l'époque. C'est le maire de Lille, Gaston Delory, qui était un socialiste, qui va demander au chef de l'harmonie municipale de composer la musique de l'Internationale qui va faire le tour du monde. Là, on va aller donc sur l'autre pente, qui est celle du mouvement ouvrier, avec Montéus. Un dernier mot, oui, cette marche lorraine, il y a une faute d'orthographe, vous avez vu, Georges Thill, Georges bien sûr. Georges Thill, c'est un très grand, on peut le retrouver, c'est le très grand ténor de l'époque, on peut dire que c'est le Pavarotti de l'époque. Donc vous voyez, ça montre bien que toute la société est mobilisée, les grands compositeurs, les petits compositeurs, c'est pas péjoratif, qui écrivent des chansonnettes et qui sont eux à la tâche tous les jours, et puis les vedettes de l'opéra, qui mettent, là il enregistre ça avec l'orchestre de la garde républicaine, c'est Georges Thill quand même, c'est pour montrer que ça dépasse les franges de la musique militaire. On va aller donc sur une autre tradition qui est celle du XVIIe, de Montéus, Salut au XVIIe. Alors là on est, je disais, chanson qui est chanson de lutte. En 1907, il y a une grande grève des vignerons. On envoie la troupe à l'époque, il n'y a pas encore de garde mobile, de CRS. CRS apparaissent après la guerre, la deuxième guerre vers 1944-45. On envoie la troupe et c'est souvent la troupe qui tire sur les masses ouvrières. C'est la grève des vignerons. Il va y avoir d'ailleurs des grands mouvements, 150 000 manifestants à Béziers, près de 400 000 à Montpellier, des grands mouvements de masse de ces vignerons qui luttent pour leur survie, des émeutes à Perpignan, à Narbonne, à Carcassonne, et on envoie le 17e régiment de ligne, on pense qu'il va tirer sur les foules ouvrières, et bien non, ces soldats-là qui ont en face d'eux, en plus c'est un régiment qui est du secteur, ils ont en face d'eux des frères, des cousins, des oncles peut-être, non seulement ne vont pas tirer, mais ils vont mettre crosse en l'air. C'est un moment de fraternisation entre la troupe et le monde ouvrier, il y en aura d'autres. Ils vont mettre crosse en l'air. Donc, à cette occasion-là, Montéus, qui a le pouls du mouvement social de l'époque, de l'histoire ouvrière, va écrire une très belle chanson. Je l'ai mise là, dans sa version originale, Salut au XVIIe, on va écouter le couplet et un refrain, mais tout en sachant qu'en 1914, il transformera cette chanson, il en changera les paroles, il gardera la mélodie, pour dire au petit gars, qu'il évoque ici, d'aller au front et de bien se battre contre les Prussiens. En attendant, là, notre ami Montéus, il est pacifiste et il écrit ceci, chanson connue qui a été longtemps chantée dans les manifestations. Gloire au XVIIe. Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous aviez, en tirant sur nous, assassiné la République. Voilà, une chanson encore connue, longtemps chantée dans les manifestations d'après-guerre. Je vous lis juste ce que Montéus va transformer en 1914. Il écrit ceci: « Si jadis, dans un jour de colère, nos enfants ont, dans ce régiment, refusé de tirer sur leur mère, aujourd'hui ils ont fait le serment de combattre jusqu'à la victoire. Au cri sacré de liberté, le 17e se couvre de gloire. »
voyez comme là, on change de registre très très nettement et on met en avant les troupes pour aller au front. On va revenir. Oui, il y avait une remarque. Même dans la première chanson, quand il dit on se tue pas. Voilà, exactement, très bien. Ça veut déjà dire. Déjà, voilà, c'est ça, voilà. Il y a déjà ce petit bémol, parce qu'on pourrait parler en musique, où Montaius, on voit, c'est pour ça que ça ne surprend pas tellement après. Alors, il a fait des chansons très antimilitaristes aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui a un talent fou. Il peut prendre une thématique très radicale ou une thématique un peu opportuniste, il va l'être, hein, et il est déjà là, vous avez raison. Je l'avais noté en la réécoutant, oui, vous avez une bonne oreille, c'est bien ça. Alors on va aller là sur deux chansons qu'on va avoir intérêt à rapprocher, et ça permettra d'écouter Marie-Noël sur une première lecture. C'est la chanson, tu lis le clairon ou tu lis le clairon, hein? Le clairon. Voilà, une chanson de Paul Déroulède, un écrivain nationaliste, lui pour le coup. Il a fait partie de ceux qui ont réprimé pendant la Commune de Paris. Il affirme ses prétentions nationalistes, il est le chef de la Ligue des Patriotes en 1914, il va mourir en janvier 14, son vieux rêve d'une guerre contre les Prussiens, le pauvre, il ne va pas voir arriver ça, hein, et c'est Maurice Barrès, immense écrivain par ailleurs, qui va lui succéder à la Ligue des Patriotes. Il écrit une chanson qui là pour le coup va abreuver tous les cahiers d'écoliers de l'époque à travers des récitations. C'est pour ça qu'on va l'écouter d'abord dite par Marie-Noël, et puis on verra ce que ça donne après en musique. Ça s'appelait le clairon de Paul Déroulède. Alors, le clairon. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les oies vont chantant, et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, le Prussien les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles et porte plus d'une entaille, depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa fière trompette n'eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur. On grimpe, on court, on arrive, et la fusillade est vive, et les Prussiens sont adroits. Quand enfin le cri se jette, en marche, à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge, tombe frappé sans recours. Mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule suspend un instant la mort. Et de sa note affolée, précipitant la mêlée, le vieux clairon sonne encore. Il est là, couché sur l'herbe, dédaignant, blessé superbe, tout espoir et tout secours. Et sur sa lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne toujours. Puis, dans la forêt pressée, voyant la charge lancée, les oies bondir, alors le clairon s'arrête. Sa dernière tâche est faite, il achève de mourir. Voilà. Ouais. Alors moi, ça m'a fait penser en fait à la chanson de Roland, à notre première chanson de geste. On parlait de roman national tout à l'heure avec Jeanne d'Arc, mais là, c'est vrai que ce Roland qui sonne du corps en expirant, c'est tout à fait ça. Je crois que oui. on peut le dire. Hein, on est en plein nationalisme, mais avec ce côté héroïque. Alors il y a aussi sur le terme clairon, c'est à la fois l'objet, le clairon, le corps, et puis la personne, ce vieux soldat qui fait corps avec son instrument, c'est le cas de le dire, et qui meurt avec lui. Alors c'est bien la référence littéraire. Moi j'en avais une autre en tête quand j'ai découvert ça, quand j'étais jeune. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une poésie, une récitation qu'on apprenait à l'école primaire, mais qui avait du génie celle-là? Ça vous dit rien? Le dormeur du bal, exactement. Avec la chute de la fin où il a deux trous rouges au côté droit. Mais avec le fait que chez Rimbaud, il y avait le génie créateur, là on a du talent. Hein, bon, oui. J'aime pas trop Paul Déroulède, bon, voilà. Mais c'est bien fait quand même. Et puis il écrivait ceci, ce Paul Déroulède. Il écrivait, tu parlais du nationalisme, celui qui n'aime pas sa mère plus que les autres mères et sa patrie plus que les autres patries, n'aime ni sa mère ni sa patrie. Voilà donc ce personnage-là, être très nationaliste. Alors cette chanson-là, on peut en écouter peut-être un couplet, un refrain. Voilà. Vous allez voir, musique, il faut avancer un petit peu, parce que c'est pas tout de suite. À 30 secondes, je crois.
Ça a été mis en musique aussi, vous allez voir, le clairon. Voilà les petits formats de l'époque dont je parlais. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les ouaves vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles, et porte plus d'une entaille, depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa fière trompette n'eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur. Voilà, c'était mis en musique, ça a eu un très grand succès à l'époque, non seulement dans les écoles communales, mais dans les cabarets, au Cafcons, etc. La fameuse Amiati dont je vous parlais, elle faisait un triomphe là-dessus en 1914. C'est une chanson qu'on ne va pas perdre de vue, si vous avez retenu l'air, parce que le Montéus, le fameux Montéus dont vous avez repéré l'opportunisme, eh il va avoir l'opportunité d'utiliser la ligne mélodique de cette chanson, et d'y mettre d'autres paroles, et ça s'appelle Lettre d'un socialo, Lettre à un socialo, j'hésite un petit peu entre le titre, dans lequel il s'adresse à ces socialistes qui avant-guerre étaient pacifistes, et dans lesquels il va essayer de les exhorter à faire l'effort de guerre vers l'union sacrée. Hein. Ça s'appelle donc Lettre d'un socialo. Il utilise une ligne mélodique, et vous allez voir, il y a une allusion à la fin. Il marie un petit peu la Marseillaise et l'Internationale. Je vous demande d'écouter attentivement les paroles. Éventuellement, Marie-Noël y reviendra. Mais on va peut-être faire l'inverse. On écoute d'abord la chanson et Marie-Noël nous lira la fin. Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînaient les autres. Oui, j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible quand on a le cœur sensible de voir tomber les copains. Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes, on accepte le destin. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'Internationale pour la victoire finale, on la chantera au retour. Voilà donc une même ligne mélodique avec des paroles autres. Et puis la fin, là aussi, une réminiscence, Marseillaise internationale mêlée. Il est opportuniste, là. Il dit on n'abandonne pas la lutte sociale, on la garde pour après, quand on aura fini cette guerre. Voilà, on reviendra, c'est pas grave. On reviendra sur la révolution, sur les choses sérieuses. Ça rappelle là une autre réminiscence, peut-être Aragon dans la Diane française, quand il parle de l'international finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Ça a une autre allure là, où Aragon montre la filiation qu'il y a entre la Marseillaise et l'international. Alors on va finir un petit peu cet aperçu des chansons nationalistes avec une chanson qui va évoquer la bataille de Verdun. Les grandes batailles, on ne va pas toutes les prendre, mais les batailles ont inspiré beaucoup les musiciens et les compositeurs. Ça s'appelle Verdun, on ne passe pas. On ne passe pas, c'est vraiment un slogan qui va mobiliser à l'époque toute la société française. Il faut tenir coûte que coûte. Le sort de la patrie en est complètement lié à cette résistance sur Verdun. C'est un chant patriotique de 1916. Vous verrez que ce que je disais tout à l'heure, où le Prussien et les Allemands sont assimilés à un corbeau, par exemple, le français, c'est le coq gaulois. Vous voyez, un corbeau, un coq gaulois,
il y a cette opposition. Ils évoquent aussi les barbares et les laclés, les aigles noirs. Marie-Noël va nous lire donc, je ne sais pas tout, c'est long, ou un extrait de Verdun, on ne passe pas, et on écoutera juste un couplet, un refrain de la chanson. Vas-y. Un aigle noir a plané sur la ville. Il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons, dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne. Cocorico, debout, petit soldat. Le soleil luit partout, le canon tonne. Jeune héros, voici le grand combat. Et Vertin, la victorieuse, pousse un cri que porte là-haut les échos des bords de la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Alors c'est vrai qu'au départ, il parle d'aigle, mais sans doute l'aigle est-il trop noble comme oiseau. Du coup, très vite, ensuite, après l'aigle, c'est le corbeau et le vil corbeau ensuite. Hein, voilà. De façon à bien disqualifier les Allemands, quoi. Et à la fin, il est question d'assassins. Les assassins, donc les Allemands, fuient devant les soldats. En fait, on leur dénie aussi le qualificatif de soldat, quoi. C'est voilà, criminel, assassin. Voilà. On écoute donc un petit. Ça va, Marie-Noël, l'extrait, tous les Oui. De ténor un petit peu. Verdun, on ne passe pas. Je disais que chaque bataille va être l'objet donc d'une chanson. On en a trouvé une autre qui va se situer du côté de l'Italie. On ne pense pas souvent à l'Italie quand on pense à la Grande Guerre. On pense aux Français, aux Allemands, aux Anglais, aux Américains qui vont arriver. Hein. Et puis, du côté de l'Italie, parce que l'Italie met du temps à venir dans la guerre. Hein. En 1914, ils ne sont pas dans le conflit. Hein. Ils sont vraiment à l'extérieur. Puis ils vont y venir sous le joug des élans nationalistes. Et il va y avoir une bataille terrible en Italie, qu'on connaît moins, mais qui est presque aussi meurtrière que Verdun, c'est Gorizia, qui a fait l'objet d'une très belle chanson. Alors Gorizia, c'est une ville slovène de l'Empire austro-hongrois. Ça va être l'objet d'une bataille terrible entre troupes autrichiennes et troupes italiennes, avec, vous savez, un petit peu comme à Verdun, le fait qu'on gagne une bataille, puis on la repère, on reprend du terrain, on repère là. Il va y avoir en tout 8 allers-retours, 8 conquêtes autrichiennes puis italiennes, avec quand même au total 121 000 morts du côté italien, 75 000 morts du côté autrichien. C'est le Verdun des Italiens, Gorizia. Ça fait l'objet d'une très belle chanson parce que ça marque la patrie italienne. C'est une guerre dont on sent bien qu'elle est interminable. On pense aussi à la chanson qui va suivre, la chanson de Craon dont on parlait avec notre ami, avec un très beau texte. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on l'écoute d'abord en italien et tu traduis, ou tu traduis d'abord et on l'écoute en italien? On écoute peut-être la musique, on écoute l'original, mais Marie-Noël vous traduira le texte après.
du texte. Un petit peu, mais c'est vrai que c'est presque dommage d'ailleurs parce qu'elle est, je la trouve très très belle. Enfin, moi je ne parle pas italien, mais elle est très belle en italien. Et c'est vrai que la traduction est peut-être un petit peu décevante, mais enfin ça vous donne une idée. Et on avait présenté avec une chorale, etc. Oui, moi j'ai déjà chanté aussi. Chorale à 3 voix, c'est très bien. Au Gorizia, le 5 août au matin partaient les troupes italiennes pour Gorizia, terre lointaine, et chacun partit sans entrain. Oui, maintenant. Sous l'eau qui tombait à verse, les balles ennemies tombaient à grêle. Sur ces montagnes, ces collines et grands vallons, on mourait en se disant au fond, ô Gorizia, sois maudite, pour le cœur qui écoute sa conscience. L'aller pesait lourd et souvent était sans retour. Ô lâche, vous qui pouvez vous tenir avec vos femmes dans votre lit de laine, offenseurs de nous autres, chair humaine, cette guerre nous enseigne à punir. Vous appelez champ d'honneur cette terre au-delà des frontières. Ici, on meurt en criant « assassin ». Vous serez maudits un matin. Chère femme, qui ne peut m'entendre, je demande à mes camarades survivants de veiller sur nos enfants. Je meurs avec ton nom dans mon cœur. Messieurs les officiers traîtres, c'est vous qui avez voulu la guerre, vous les égorgeurs de chair à vendre et ruines de la jeunesse. Ô Gorizia, sois maudite pour le cœur qui écoute sa conscience. L'aller pesait lourd et souvent était sans retour. Voilà. Alors, le temps passe, Jean-Pierre me le fait remarquer bien amicalement. On pourrait se donner peut-être un petit temps de retour de débat. Il nous restait 2 chansons, mais qui sont très connues, qu'on pourra mettre si vous voulez. Mais c'est pas mal d'avoir peut-être un premier retour, pas simplement sous forme de questions sans doute, mais de vos témoignages, de votre vécu, parce qu'on a tous peut-être eu des grands-pères ou des arrière-grands-pères, pour les plus jeunes parmi nous, qui ont pu témoigner de cette guerre, hein, ou à l'école aussi, hein, parce que à l'école primaire, puis au lycée, ça faisait partie du programme. Donc, voir un petit peu quel est votre regard, vos témoignages sur la chanson et puis sur la guerre en général, sur les représentations. Donc on peut se donner un temps d'échange, tu as raison Jean-Pierre, ça peut être le moment. Là. Et on reviendra s'il faut par une ou 2 chansons pour finir, puisqu'en France, tout finit par des chansons. Oui. Sur la... On aura un peu de temps. Voilà, d'alterner, voilà, c'est ça. Ça fait long, il y avait 10 chansons en tout, c'est long. Sur la guerre et l'esprit nationaliste, comme vous dites, de défense de la patrie. Moi, quand j'étais enfant, donc je suis née en 48, en 56, 57, 58, j'étais à l'école primaire, et tous les 11 novembre, l'ensemble des enfants des écoles allaient au monument aux morts. Et là, l'un d'entre nous, en général un grand du certificat d'études, disait la liste de tous les soldats, enfin ceux qui étaient morts en 14, etc., et la dernière guerre. Et on disait en chœur « mort pour la France ». Mort pour la France, ça durait la matinée. Et oui. Sur le monument aux morts, il y avait beaucoup de monde. Hein. À quel endroit c'était ? C'était au plan de la Tour, c'était dans le Var. Dans le Var, d'accord. Et tous les 11 novembre, je me souviens, on a fait ça, enfin après je suis partie du village, je suppose qu'on l'a plus fait au bout d'un moment, mais en 56, 58, hein, on faisait encore ça. Vous avez raison, là on est sur des enjeux importants qui sont les enjeux de mémoire. Il y a l'histoire, sur laquelle travaillent les historiens, qui évoluent en fonction des objets d'histoire. Là on est plutôt sur l'histoire culturelle maintenant, du conflit. Et ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que l'école communale a fait ce travail de mémoire et surtout l'a inscrit dans la mémoire locale, ce qu'on appelait la petite patrie qui était le village. Et dans lequel il y avait, vous avez raison, ces listes effarantes. Chacun avait un membre... Voilà. Les noms des enfants de l'école, c'était des noms on les retrouvait sur le Moi j'ai vécu la même chose, 5-6 années après, à Aix, avec les listes des martyrs de la résistance aussi. Là pareil, il y avait une liste à la place de l'archevêché, où il y a le festival maintenant, et on lisait les noms, et voilà, alors là il y avait aussi, voilà. Et tout ce travail de mémoire sur lequel jouait l'école, avait le fait, pour revenir à la chanson, c'est que pendant longtemps dans les écoles, on a fait chanter aux enfants la Madelon, on a fait chanter, voilà. Et maintenant, avec le travail du pacifisme, avec le travail des enjeux de mémoire, il y a quand même eu un endroit où un préfet ou un inspecteur a interdit à un instituteur de faire chanter la chanson de Craonne, qu'on allait écouter après, qui est une chanson très pacifiste. Hein. Heureusement, je crois que c'est le préfet qui a autorisé l'instituteur à faire chanter à ses élèves une chanson pacifiste. Pour dire que ces enjeux de mémoire, ils pèsent lourd. Ils pèsent lourd
parce que la nation, on continue à s'opposer dans la nation sur les buts de cette guerre, hein, entre patriotes, nationalistes, pacifistes, hein, ça continue à travailler, les tensions sont toujours là. Oui? Je pensais au film de Stanley Kubrick, Oui, Les Sentiers de la Gloire. tout à fait. Je ne sais plus, hein, mais vous savez sûrement plus précisément que moi, mais pendant très longtemps, Oui. on n'a pas pu le voir. Tout à fait, tout à C'est fait. le film qui a été fait, alors je ne sais plus dans quelle année. 57 ou 59, je dirais, fin des années 50. Avant les années 60. Avant les années 60. On n'a pu le voir que très tard. Tout à fait. Il montre les soldats qui n'en peuvent plus, l'inversion et surtout l'effroyable répression, parce qu'il fallait faire un exemple. Oui, les fusillés pour l'exemple, les Fusillés mutinés. pour l'exemple. Vous avez bien raison. Ça, c'est le cinéma. Alors, il y a eu effectivement ce film qui a été longtemps interdit. Il faudra attendre 20 ans, je crois, pour qu'il passe dans certains réseaux cinématographiques, surtout à la télévision. Et ça va être le cas de la chanson de Craon aussi, dont je parle finalement un petit peu avant qu'on l'écoute. Elle est créée en 1916-1917 par les poilus eux-mêmes, qui vont s'approprier les paroles en fonction des batailles. Et elle va pouvoir apparaître à la télévision par Ginette Garcin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ginette Garcin, voilà. Elle jouait des pièces avec Bourvil, je me rappelle. En 1963. Moulji aura essayé un petit peu à la radio, mais ça fera comme le déserteur, il va vite être sous le coup de la censure. Et c'est 1963, donc on est presque au cinquantenaire de la guerre pour que cette chanson puisse passer les ondes. Hein. Donc le poids, vous avez le poids de la censure, le poids des enjeux de mémoire est très très important. Pareil pour le cinéma, oui. Moi j'ai fait avec un copain un petit tour des monuments aux morts. Oui. Bon, si vous tapez sur internet, je suppose que tout le monde qui est ici le sait, il existe des monuments aux morts pacifistes, et même quelques-uns, très très peu, un ou deux, antimilitaristes extrêmement. Voilà. Le plus célèbre, c'est celui qui s'appelle À bas la guerre. Donc il y a les morts, et le titre, le Martèche, hein, et le titre du monument aux morts, c'est À bas la guerre. Donc c'est vrai que, bon, moi je le savais que ça existait, mais le jour où j'y suis allé. Maudite soit la guerre aussi, c'est dans un autre département. Maudite soit la guerre. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est intéressant de chercher ça. Il y a une petite revue qui a été faite par les Anarches, je crois, Oui. qui les recense. Ils sont plus ou moins. Il y a des mots. Je voulais dire Oui, allez-y, allez-y. qui n'a rien à voir sur une chanson que je trouve magnifique, bien que son air soit un peu martial, mais qui évoque quand même un événement central de la Première Guerre mondiale. C'est la conférence de Zimmerwald, à laquelle Lénine et puis des représentants de l'international communiste se sont réunis dans la petite ville de Zimmerwald, et il en est sorti une chanson qui s'appelle Zimmerwald. Il y a deux syndicalistes français qui y vont, hein, Bourderon et j'oublie le deuxième. Il y a des gens de toute l'Europe. De toute l'Europe. Ils ne sont pas nombreux parce que Trotsky avait dit on tenait presque dans une calèche. Bon, il exagère un peu là, hein, mais ils étaient une poignée, mais enfin, ça montrait le. Ils sont allés, Lénine qui était à ski dans la neige, Ouais. c'est assez rigolo. Et c'est le premier appel entre Allemands, Français, Autrichiens, Italiens contre la guerre en disant on s'arrête, on arrête. Il y a une belle chanson, vous avez raison, sur Zimmerwald. On ne l'a pas choisie, mais on aurait pu. Voilà, Zimmerwald. Pardon? Vous pouvez là, voilà. Et, chaque fois, ça applique Zimmerwald. Mais ce soir sur YouTube, avant de vous coucher, vous écoutez Zimmer. Il faut écouter Zimmerwald. Moi, je trouve qu'il y a une position inverse pour la communauté. Ces chansons de 14-18 et 39-45. Oui. Si tu dis le chant nationaliste de 14, parce qu'en fait, il y avait 1870 avec la boucherie et le besoin de récupérer des choses. On avait gagné, enfin, on allait à la guerre pour récupérer quelque chose. Des chants, Caron, c'est l'inverse de tout ce qu'on connaît, c'est pacifiste, mais ça montre bien l'absurdité. Oui. Et en 39-40, enfin 39-45, on est dans la Marseillaise, qui est une chanson violente quand même, et on est dans le chant des partisans, où là, on est, si un frère tombe, demain il y en a un autre qui se lève, c'est-à-dire on est dans le programme du Conseil national de la résistance, de sa première partie, qui dit que d'abord on chasse le droit, et ensuite on rétablit les droits et on donne des droits nouveaux au peuple qui aura souffert. On est un peu dans la contradiction de 14-18 où on essayait plutôt
de montrer que, parce que, bon, je pense qu'il y a eu des rétorsions, il y a eu des choses qui sont arrivées au 17e régiment. Bien sûr, oui, il a été envoyé en première ligne. Il a été envoyé, puis ils avaient une signification de quelque chose qui ne se fait pas à l'armée. Tourner la crosse, oui. C'est la pire des... c'est l'opprobre qui est... Voilà, réfléchir à l'armée, c'est déjà... penser, et désobéir alors. Désobéir, ouais. C'est déjà désobéir. Ouais, ouais. Très bien. C'est bien le parallèle entre les deux guerres. Ça va d'ailleurs poser la question de la difficulté du pacifisme dans les années 20 et 30. Parce que autant le pacifisme en 14-18, c'est une guerre impérialiste, c'est la guerre, c'est Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. C'est une phrase forte que Craon va exprimer avec beaucoup de force aussi. Dans les années 30, être pacifiste, il va y en avoir des pacifistes jusqu'au bout, Giono et bien d'autres, mais en face, il y a le nazisme. Comment être pacifiste quand le nazisme menace les démocraties? Parce que le fascisme, il est en Espagne, il est en Italie, il est dans l'Allemagne, et comment porter, ça va être une tension et un dilemme terrible pour les pacifistes de l'entre-deux-guerres. Ça va être toutes les difficultés qu'il va y avoir d'une guerre qui, là aussi, il faudra faire, peut-être encore plus que celle de 14. Enfin, 14, il fallait pas les guerres, il ne faut pas les faire, mais on pouvait comprendre quand c'était difficile d'être Gandhi face à Hitler. Je ne sais plus qui avait dit ça. Et Giono va aller va tordre la chose jusqu'au bout. Hein, voilà. Donc, et puis deuxième chose, pour les chansons, il y a des chansons qui rebondissent. Tu parlais de chansons qui rebondissent. On a écouté tout à l'heure la Marche Lorraine. Elle va être oubliée dans l'entre-deux-guerres. Et en 1944, à la Libération, quand De Gaulle défile à Paris, c'est cette Marche Lorraine qu'on réactive et qu'on remet en route. On va la réenregistrer avec d'autres chanteurs. Hein. Elle va retrouver une seconde vie, la Marche Lorraine. Et je pense que chez nous, dans le village, le village, c'est le Rove. Pour le 11 novembre, il y a la Marseillaise, mais il y a aussi, par la chorale, la chanson de Craon. Le Craon, voilà. Et par contre, effectivement, il y a quand même le chant des partisans et la Marseillaise. Et on est dans des moments, en fait, des moments contradictoires. Voilà. Oui, oui. On a rétabli le Craon pour justement bien montrer qu'à cette époque-là, ce n'était pas l'envie de la guerre, mais c'était le besoin Le bon mot, tu as ça fait des mots, hein. Oui. Le mot que tu emploies est très juste, c'est les contradictions. Hein. Ces guerres, elles amènent des contradictions terribles, des tensions terribles, hein, sur des enjeux de mémoire, je le redis, qui sont eux aussi à leur tour très contradictoires. Et comment on travaille tout ça? Comment on ne privilégie pas plutôt une mémoire qu'une autre, sans aller bien sûr sur des pentes nationalistes qui sont le contraire de la République, hein, non seulement du socialisme ou de l'anarchisme, mais de la République. Hein. Voilà. Et donc la chanson de Craon, pour ça, on pourrait l'écouter, ça vous dirait de l'écouter, parce qu'elle a été évoquée plusieurs fois. Elle va connaître plusieurs versions, on pourrait finir là-dessus, des versions, parce qu'elle va s'appeler la chanson de Lorette d'abord, c'est une bataille qui se joue dans l'Artois. Puis elle va être réactivée lors de la bataille de Verdun. Mais chaque fois, les paroles qui changent un petit peu. C'est une chanson qui utilise, elle aussi, un tube de 1911 qui s'appelait Bonsoir Mamour, qui avait été composé par Adhémar Sablon, le père de Jean Sablon. Vous vous rappelez de Jean Sablon, chanteur à la voix douce? C'est son père qui avait composé Bonsoir Mamour. Ça avait été carrément un tube du café-concert, chanté par la fameuse Amiati dont je parlais tout à l'heure. Et cette chanson va être au moment le plus terrible de la guerre, où la guerre est interminable, où le tragique s'empare de tous les soldats, où les permissions se font de plus en plus rares, où les conditions sont effroyables, les soldats vont s'approprier cet air, le chanter en y mettant des paroles qui vont évoluer, et ce n'est que vers la fin de la guerre que deux grands intellectuels, Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, qui vont créer le jeune Parti communiste français, qui sont des révolutionnaires marxistes à l'époque, ils vont en recueillir les paroles définitives et ils vont les produire, malgré la censure, dans un recueil qui s'appelle le Chant des soldats, je crois, de mémoire, voilà, en 1919-1920. Donc, chanson de Craon, on va écouter peut-être, Marie-Noël, tu nous lis le début, et puis après on écoute la chanson. Parce que le texte est très beau aussi, voilà. Donc peut-être les paroles d'abord. Alors d'abord, peut-être commencer par le refrain. Oui. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Alors après, on peut peut-être aussi terminer par le dernier refrain, qui est tout à fait, ça contraste. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Voilà, ce sont ces paroles fortes qui vont faire que cette chanson va être interdite, parce que c'est non seulement une chanson qui dit le tragique du quotidien des soldats, mais c'est une chanson révolutionnaire. Hein. Payez-la de votre peau. Hein. Vous les généraux, vous les riches bourgeois, vous l'avez voulu cette guerre impérialiste. Hein. Eh bien, c'est à vous maintenant d'y aller et plus à nous à payer le prix du sang. Et c'est un langage de classe, c'est pas un langage de classe. La grève, et c'est pas il parle pas de déserter, il parle de faire la grève. La grève, c'est langage de classe. Langage d'ouvrier. Est-ce qu'on peut chanter? Ah oui, c'est recommandé, allez-y. Hein, ouais. Alors c'est la version de Marc Jauré. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Les images sont un peu... 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter au tranché pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève.
ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Voilà, une chanson vraiment qui témoigne de l'esprit de cette guerre. On pourrait d'ailleurs, je pense, à moins qu'il y ait encore de prises de parole que vous voulez exprimer, mais c'est pas mal. On avait prévu la Madelon sur notre registre, ou la butte rouge de Montéus, qui est très jolie aussi, qui est très belle. Voilà. Si on a 2 minutes, on met la butte rouge et on finit là-dessus. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez d'habitude. On a toute la nuit. Toute la nuit. Une remarque. On pourrait quand même dire que l'état-major est furieux, il a appelé à la délation sur le régiment et tout, il a promis de l'argent et tout, et il n'y a pas eu de délation sur les auteurs et ceux qui avaient commencé à chanter. Tout à fait, il y avait la promesse d'une prime, oui. Le deuxième point, c'est que sur les monuments aux morts, les fusillés pour l'exemple, ils sont oui, toujours. Ils sont toujours considérés comme des militaires de 19. Et c'est vrai que c'est une lutte qu'il faudrait mener pour qu'ils soient au même rang que... Bien sûr. C'est un combat qu'il faut poursuivre, vous avez raison. On avait espéré au moment de Lionel Jospin, il y avait eu un petit frémissement, on pouvait espérer. Là, ils étudient au cas par cas, paraît-il, parce qu'ils ne veulent pas d'une réhabilitation collective, alors qu'il faudrait à tout prix réintégrer dans la mémoire nationale ces soldats-là, qui sont morts comme les autres. Tout à fait. Le monument aux morts, c'était Jean Thius, dans la Creuse aussi. Maudite soit la grève. Jean Thius. Oui, vas-y. Côté tous ceux qu'on a tués et qu'on a fait passer comme tués par les ennemis. C'est ça, exactement. Y compris quand c'était les généraux qui donnaient l'ordre de tirer sur les postes français pour les faire taire. Tu as raison. C'est pour ça que je suis un peu choqué quand on dit du devoir de mémoire, etc. Oui. Parce que, à mon avis, quand on parle des enfants qui sont morts pour la France, pourquoi on ne fait pas dire mort pour le capitaine? Ils sont pas morts pour la France. Je veux dire, non, mais moi je trouve ça scandaleux. Je trouve que dans cette mémoire-là, on continue à entretenir le machin. C'est vrai. Alors maintenant, ça, on parle du trou du Bosch, évidemment, parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a tout ça. Mais le fond, il est là. Bien sûr. C'est qu'on a continué à développer cette thématique. Et quand j'étais gamin, effectivement, les morts de la guerre de 14, c'était des héros. Voilà, c'était des héros. Non, c'était pas des héros, c'était des assassinés. Et des sacrifiés, comme dit la chanson. Tu as raison. Tu connais l'expression, tant que les lapins n'auront pas d'écrivain, exactement. Ce sont les chasseurs qui écriront l'histoire. Donc on est toujours dans cette situation, il n'y a toujours pas d'écrivain pour raconter, mais pour raconter les envies populaires, les envies ouvrières, les envies actuelles, et on en est toujours à supporter les mensonges, ou en tout cas les malinterprétations d'un certain nombre d'historiens. Oui, sinon, après, pour nuancer, il y a des historiens, je pense à Gérard Noiriel, Nicole Zancarini-Fournel, qui commencent à écrire des histoires populaires, et qui écrivent des histoires populaires, qui redonnent la parole à ces sacrifiés. Tu as bien raison. Voilà. Mais là, il y aurait un tel travail de pédagogie à faire pour remonter la pente, tu vois, parce qu'il a fallu, à la fin, que la nation soit réconciliée. Et ça a bien servi, sa mort pour la France, c'était imparable, tu vois. Voilà. Et tous les pacifistes, depuis... La responsabilité des distributeurs avant la guerre de 14, elle est énorme. Voilà. C'est eux qui ont fabriqué les qui sont partis dans les combats. Sauf ceux que tu connais bien, ceux de l'école émancipée de l'époque, qui luttaient à leur mesure. C'est pas ça le problème. Oui, aussi. En majorité, oui. L'éducation, elle a contribué à ce que la guerre a pu s'avancer. Tout à fait. Oui, encore. Oui, allez-y. C'est pas une question de pédagogie, c'est une question de pensée politique. C'est-à-dire la pédagogie, elle est là pour défendre un certain nombre d'idées. Si les idées sont fausses, voilà, c'est la propagande. On dit toujours ça manque de pédagogie, les gens ne comprennent pas. Non,
La pédagogie, c'est un outil, effectivement. Voilà, c'est un outil, ça peut être un outil. Pédagogie critique, je parlais de pédagogie critique. Oui, oui. Parce qu'en ce moment, on entend toujours c'est un peu facile. parler de pédagogie. Ah, les gens, s'ils ne sont pas allés voter, par exemple, au dernier machin, c'est parce qu'on a manqué de pédagogie, ils n'ont pas compris. Ben non, les gens, ils ont compris. Simplement, ils ne pensaient pas comme eux, ceux qui voulaient voter. C'est ça, on met toujours en avant cette histoire. Non, c'est des... Qu'est-ce qu'on fait? On finit la soirée tous avec le premier. On va mettre la butte rouge pour finir. Même. C'est lui qui poussait à la guerre tout à l'heure. Oui, voilà. On parlait d'opportunisme parce qu'il redevient à ses premières amours. Il écrit ça en 1923. Voilà, je l'avais écouté gamin, cette chanson. Je croyais que c'était la commune que ça évoquait, la butte de mon... Non, c'est une butte du front. Et il écrit ça parce qu'il s'est aperçu du deuil immense qui s'abat sur la France et sur d'autres pays, bien sûr. 10 millions de morts, la Grande Guerre. Hein. Et donc, il pense aux copains et il réécrit cette chanson. Il retrouve un petit peu sa jeunesse. On le retrouvera aussi dans le Front Populaire avec une chanson pour soutenir le Front Populaire. Vas-y Léon Blum. Là, c'est en 1922. C'est en 1922. Donc, du coup, après la guerre, pendant la guerre, effectivement, Union sacrée. il est très opportuniste. Voilà. Ouais. Pendant la guerre, là, il soutient le nationaliste. Voilà. Et là, en 1922, alors, ceci dit, la chanson, elle est très belle. Hein, parce que c'est une très belle chanson. Magnifique. Parce qu'il y a à la fois toute la métaphore filée du vin et du sang, des larmes et du sang, du raisin, alors les vendanges de l'amour, et puis aussi les vendanges. Et il y a aussi tout un retournement, en fait, du symbole christique, on peut dire. Hein. Il y a la croix, le baptême, enfin des mots christiques, donc le sang du Christ et mystique. Et ensuite, c'est retourné dans un sens anarchiste, dans un sens anticapitaliste avant la lettre, si on veut, mais enfin voilà, puisque il s'en prend aux tyrans. C'est très intéressant, c'est très très bien fait, magnifiquement fait. Mais c'est sûr que c'est une sincérité à géométrie variable, on va dire. Il y a au moins 3 Montaius, quoi, hein. Celui d'avant-guerre, celui de l'Union sacrée pendant la guerre, et puis il revient à ses premières amours un petit peu, il se rattrape in extremis, quoi, hein. Mais il va être pourchassé par une certaine mépris dans le mouvement ouvrier, on va lui en vouloir, et même cette chanson ne rattrapera pas complètement ce qu'il a commis, on peut employer ce mot, pendant la guerre. Voilà. Oui. En écoutant la bête rouge, là, je pense aussi
un chansonnier de Montmartre, Oui. et l'anarchiste Gaston Coutet, Tout à fait. et qui avait chanté les torsions, les contradictions du monde ouvrier, par exemple à travers le fondeur de canon. C'est Pour ça. gagner mon pain, je vends des canons. Pour gagner mon pain, je fonds des canons. Ils tueront demain si la guerre arrive. Que voulez-vous? Faut bien qu'on vive. Ah, bravo. Gaston Coutet, oui. Gaston Coutet, qui est mort jeune à 36 ans. Et alors, je ne sais pas s'il était très très populaire dans les tranchées, mais en tout cas, c'était une parole de chansonnier écartère de Montmartre. Et puis il est resté fidèle, lui. Voilà. Et puis, il faisait aussi des textes dans le dialecte bosseron. C'est ça. Il est oublié aujourd'hui, et ça on peut le regretter. Son œuvre a été rééditée quand même. Voilà. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le florilège de la chanson révolutionnaire de Robert Brécy, qui est une somme, il y a tout, depuis la Révolution française jusqu'aux années 60, je crois. Et il évoque beaucoup, il y a tout un chapitre sur Gaston. Moi, en 1974, donc pour la première fois, je venais à la crier. Ouais. Donc c'était encore en friche. Ouais. Il n'y avait pas encore la Le criée théâtre. moderne. Et il y avait un spectacle avec des chansons de Gaston Coutet et une pièce de Goldoni. D'accord. Et c'était en fait Bernard Melier et donc son comparse qui chantait, et aussi avec le dialecte bosseron, il faisait des sketchs. Voilà. Et donc ils avaient fait des disques, la chanson de Bertrand Maltouré. Voilà. C'était. Il aurait eu sa place. Les urgences des années 70. Si on avait le temps, il aurait eu sa place. Écoutez Gaston Coutet, voilà, réécoutez-le. J'espère que sur YouTube, il y a des choses. Ou en tout cas, dans les bibliothèques, il y a des anthologies de la chanson. Fréquentez, je sais que vous le faites, les bibliothèques, et puis allez voir ces anthologies. Il y en a qui datent des enregistrements de 1910, ça part jusqu'à nos jours. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre écoute, votre participation, et puis à bientôt, j'espère. Merci. Il y a une table à l'entrée avec quelques bouquins qui sont à voler ou à acheter. Et les revues, oui. C'est mieux de les acheter quand même. Moi, j'ai envie que Gérard et Marie-Noël et Marie-Noël viennent l'an prochain pour nous raconter les chansons ouvrières populaires actuelles. Ah oui, est-ce que c'est un pari que vous avez envie de tenir? Il y a de quoi faire, là. Oui, oui. En tout cas, le chant sonore est intéressant. Moi, ça me paraît... Et d'avoir commencé la conférence par des silences. Oui, il y avait alors après, une résonance. Demain, je reçois dans l'Agora de Radio Galère, je reçois Rudy Ricciotti, qui est à la fois un auteur et un architecte quelquefois, mais il vient surtout parler de ses pamphlets. Il en a commis 2 récemment. Un qui est l'éloignement de la beauté et l'autre, je te resserre un pastis. Donc on va passer 1 heure à discuter ensemble et je vais lui proposer d'entrer de me resservir un pastis. Ah oui, ça s'impose. Dans les autres choses à suivre et des choses gourmandes, tout à l'heure j'ai préparé des tripes à la provençale. Je vous invite à venir les déguster, c'est mercredi soir. Et puis, la semaine prochaine, Jacques Calvé qui viendra nous parler de l'effondrement économique. Encore une fois, grand merci pour votre patience, votre fidélité, votre assiduité, toute votre bonne humeur. Votre écoute. Merci. Et à tout vite. Au revoir.